En guise de conclusion provisoire, j'ai reçu pendant, au cours de l'après-midi une synthèse que je me permets de présenter. Je ne sais pas si... Ah bah super, tu as pu remettre la caméra ou elle s'est remise. Non, c'est pas... Là, elle marche toute seule. Elle commence sa propre vie. Elle s'est auto-formée elle aussi. Et alors ce document, je me permets de le présenter avec l'accord de la personne qui l'a rédigé, qui est Frédéric Pelletier, ingénieur pédagogique à l'Université Paris 8, qui devait être parmi nous aujourd'hui, et qui finalement a suivi à distance. Et comme on avait un peu préalablement discuté de cette journée de formation, elle m'a livré, en écoutant un certain nombre des interventions, ses réflexions. Alors évidemment, c'est provisoire, c'est subjectif, c'est plutôt des pistes. Mais je trouve que c'est super intéressant de pouvoir, je vais balayer tout en écoutant, mais de le découvrir ensemble pour qu'on puisse aussi se situer par rapport à ça et se demander si on est d'accord, si ça mérite des développements, s'il y a des compléments à apporter. De toute façon, l'idée de cette journée d'études, c'était vraiment oui, tu parles de l'enregistrement, je veux bien bref, pour redémarrer. L'idée de cette journée d'études, c'était plutôt de faire une première rencontre avec certains d'entre vous, on se connaît déjà, certains se connaissent entre eux, etc. Mais c'est plutôt faire une sorte de brainstorming d'une journée pour lancer la réflexion. Et on sait qu'on va, là c'est super parce qu'on est enthousiaste, parce que ça donne des idées, etc. On sait qu'on va avoir des obstacles à surmonter. Liées au manque de titulaires, liées à des questions d'orientation stratégique. Nous, on est persuadés de l'intérêt de la pédagogie. C'est pas gagné que ce soit dans les priorités des différentes instances. Bon, voilà. Espérons avoir le vent en poupe. On y mettra de l'énergie, mais on va forcément à un moment trouver un peu d'adversité. Donc Frédéric Pelletier nous présente ses réflexions en plusieurs parties. Questions sur la motivation et la participation des enseignants-chercheurs qu'on avait soulevées ce matin. Des questions au sujet des contenus et des programmes, et des questions des modalités pédagogiques et aussi des allusions au rôle de l'institution. Donc comment faire pour convaincre nos collègues? Et ça consiste avant tout, d'après elle, à identifier les freins pour les lever, ces fameux freins. Comment les sensibiliser au changement du public étudiant? On l'a dit ce matin, David évoquait le fait que c'est plus difficile de leur faire lire des PDF alors qu'ils ont beaucoup plus la culture du zapping, du téléphone portable et de Snapchat. Il faut aussi montrer le taux de réussite et la nécessité d'intérêt, les atouts du changement contre le décrochage. Faire en sorte que ce changement ne soit pas brutal ou inconfortable, mais au contraire, que ça apporte finalement une plus-value aussi pour l'enseignant, tout en rassurant les équipes face à l'insécurité générée par le changement de posture. Il faut aussi réfléchir à nos missions et à leur valeur ajoutée dans le contexte d'Internet où le savoir est accessible plus facilement, avec des références à des... Alors là, je n'ai pas prévu du tout. Voilà, donc des références à Houssay et Réseau, que je ne connais pas. La bibliographie, je fais un peu le porte-voix d'une bibliographie à découvrir pour aller vers finalement l'appropriation de notions qui ont été théorisées dans le cadre des sciences de l'éducation. Alors, pour accompagner nos collègues, il s'agit de mobiliser les résultats justement de cette recherche en didactique, en sciences d'éducation, psychologie cognitive, etc. Mais aussi par la formation, ça on en a parlé. Dominique vient de me dire que la formation, elle est très très présente à l'université et qu'il y avait beaucoup de nos collègues qui étaient concernés. Il y a eu un grand nombre de formations dispensées. Donc continuons sur cette lancée en essayant de valoriser davantage cette offre de formation. Il faut aussi valoriser les missions des enseignants-chercheurs de façon plus précise en introduisant ces transformations à travers le soutien apporté sur une situation pédagogique personnelle. Alors ça, je suis très sensible pour ma part. Je pense que c'est vraiment partant du terrain. Évidemment, il y a différentes manières de procéder, on en parlait,
il y a une partie qui peut être finalement, on peut créer de la stimulation, non pas en imposant, mais en disant qu'on va soutenir l'innovation. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font déjà. Et donc, en valorisant ce qui se fait déjà, en mutualisant ce qui se fait déjà, eh ben, ça va créer une nouvelle, enfin, ça décuple des potentiels. Ensuite, pédagogiquement, à différents stades d'un cours, eh bien, effectivement, en introduisant des séquençages, de nouvelles activités, d'animation, etc., en partageant des outils, ça, je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et comme on vient de le dire, il s'agit aussi de sensibiliser et de valoriser tous les enseignants qui s'investissent dans ce type de démarche. Ensuite, en termes de contenu et de programme, bon, la notion de compétence, nos collègues de l'IUT y réfléchissent nuit et jour en ce moment pour la réforme du campus. Laurent, toujours là, il sera là cette nuit. Si demain matin, vous voyez de la lumière dans la salle, pensez à lui apporter un petit déjeuner, il en reste. Que je termine la présentation sur la boîte par compétences. Voilà, c'est un peu... et bonnes vacances. Ah oui, bah, et bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure aussi, en réfléchissant à l'évaluation, différents types d'évaluation, y compris les évaluations formatives, les portfolios, tels que vous les évoquiez tout à l'heure. Les modalités pédagogiques, on a aussi fait allusion aux pédagogies actives, à la pédagogie de projet, aux outils numériques comme moyens. Tout cela a pour but de développer la confiance en soi de l'étudiant à travers aussi une attitude bienveillante de l'enseignant pour, à terme, faire une communauté d'apprentissage en créant des liens sociaux et puis du soutien mutuel, de la solidarité. En conclusion, eh bien, cette montée en compétences doit être définie comme un axe stratégique de l'établissement et il faut bien entendu trouver les moyens de la soutenir. L'intérêt, c'est en faisant ça, on va davantage être identifié dans le paysage universitaire au niveau local et national, ce qui permettra effectivement de s'inscrire dans des programmes type PIA. Cette année, on n'a pas du tout eu le temps, mais c'est vrai qu'à terme, il faudrait proposer des projets pour les grands plans comme PIA 4. Et puis, c'est notre idée, il s'agit de mettre en place en interne des structures nécessaires de soutien à la pédagogie et des moyens humains suffisants, ainsi que des outils institutionnels internes ou par licence pour avoir une identité numérique. Alors là, elle ne m'entend pas, mais je tiens vraiment devant vous à la remercier pour la qualité de cette synthèse qui me paraît claire et efficace, mais je suis sûre que vous avez vous aussi des choses à ajouter pour finir. Un dernier mot, parmi nous il y a Julie Laporte, entre autres collègues qui assistent à cette rencontre et qui travaille justement en exploitation et conception de ressources numériques pour les langues et pour le FLE. Je ne voulais pas du tout te mettre mal à l'aise. Je sais que c'est filmé très tard, mais comme on peut faire mieux. non, mais je tiens aussi à souligner que là on a évoqué plein de choses, notamment dans le domaine scientifique, mais dans le domaine des langues, à l'espace langue et de façon transversale pour l'ensemble des formations, il y a aussi des propositions pour faciliter l'intégration des étudiants étrangers. Y compris avant le confinement, il y avait déjà tout un travail de e-learning qui était fait. Donc, n'hésite pas si tu veux nous donner quelques éclairages en plus sur tout cela. Rapidement, oui, donc moi je suis enseignante d'anglais à l'origine, et puis ensuite j'avais fait un master d'ingénierie pédagogique multimédia. Et c'était il y a 10 ans, mais je suis arrivée ensuite en 2013 à l'USN pour mettre en place un centre e-learning à l'espace langue. Et d'un côté, j'ai conçu des cours hybrides et 100% en ligne sur la SHS, et d'un autre côté, à l'espace langue avec des collègues, une série de cours en anglais, FLE et espagnol, voilà, qui étaient hybrides. Et puis au fur et à mesure des années, on a aussi testé le 100% en ligne. J'ai testé d'abord en psycho, ça a bien marché. On l'a vu, c'était une surprise ça. Parce que c'est vrai que j'y croyais pas au début au 100%, en langue notamment. Et en fait, c'est des cours qui marchent bien. Voilà, donc c'était, je suis toujours étonnée.
Et voilà, c'est vrai que dans ce que j'écoutais, tout me paraissait pas applicable aux langues. Par exemple, quand on parle de pédagogie inversée, c'est pas exactement ce qu'on va faire nous, puisque on fait pas de fromage disco. On n'en a pas, donc, mais on peut faire des choses, par exemple, les faire travailler sur des dossiers avec des vidéos, des textes, etc. Et en classe, on les met en groupe pour qu'ils fassent un débat, ils préparent le débat, et puis ensuite on redivise la classe autrement, là ils débattent, on fait un feedback, etc. Et puis, vous avez parlé certains de rétroaction aussi, alors ça c'est un petit peu la spécificité de le dispositif de l'espace Angle, c'est que on va utiliser des exercices à choix fournis, enfin des QCM, etc., et des tâches ouvertes, mais pour les exercices à choix fournis, ce qu'on fait, on insiste vraiment là-dessus, c'est qu'à chaque réponse est associé un feedback. Il y a une rétroaction, c'est-à-dire que si on fait une compréhension orale, on va avoir une vidéo et une question sur une petite partie, et on va redonner la même partie en fichier audio, on va isoler le segment, et on va reposer la question autrement. On leur donne pas la réponse, on leur demande de réfléchir au même segment avec une autre question. Et en fait, c'est de l'évaluation formative. Ils ne vont pas forcément être évalués, en fait. Le but, c'est, comme le disait Noël tout à l'heure, c'est de les entraîner et c'est de remédier à ces erreurs, en fait. Et donc, ils vont faire plusieurs essais jusqu'à ce qu'il arrive à un score qui les intéresse. Et ils vont faire ça sur que les évaluations formatives et puis à la fin, une évaluation sommative. Bon, après, ça va changer en fonction des dispositifs. Mais voilà, c'est vrai que la rétroaction, c'est un peu notre dada à l'espace Angle. Voilà. Merci beaucoup, Julie, pour cette petite intervention qui me paraît très intéressante. Et je vous remercie, et je remercie vraiment tout le monde, et en particulier Noël, pour votre patience. Parce qu'on expérimente, on s'est dit qu'il fallait qu'on installe une caméra suiveuse pour le mode hybride. On est content de notre joujou, mais alors vous voyez, c'est hyper difficile à utiliser. Et là, heureusement que j'étais pas... il faut gérer la voix, les personnes à distance, il faut gérer les enregistrements, le partage d'écran, etc. Et en plus, il faut gérer cette télécommande quelque chose et ces plans qui sont... C'est le commodal. Ouais, non, c'est le commodal, c'est les joies du commodal. Et c'est ça, donc on expérimente et donc on va pouvoir en voir les limites et critiquer. je plaisante parce qu'en fait, on ne peut pas uniquement critiquer, on sait qu'on va en avoir besoin d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, donc c'est bien de pouvoir observer l'intérêt et les limites du dispositif. Allez, j'arrête de parler. À vous. Du coup, moi, je vais juste prendre la parole juste pour faire une précision. Je ne sais pas si c'était clair pour tout le monde. Mais je voulais quand même préciser qu'en fait, l'Open Lab fait des formations aussi bien en pédagogie numérique en outils pédagogiques. Donc là, on a à peu près un catalogue. Pour l'instant, on n'est que 2. Donc on fait répartir un peu les tâches, parce que du coup, moi, je m'occupe du côté pédagogie numérique et Anna s'occupe du côté outils numériques. Et donc aujourd'hui, à notre actif, on a à peu près 12 formations qu'on organise régulièrement. Il y a des sessions qui s'organisent au premier semestre et d'autres au second semestre. Alors on a du mal avec la communication, donc j'en profite parce qu'on a la communication avec nous. Donc on essaye de faire passer ça par le canal de la communication, mais a priori ça passe pas toujours. Quand il y a eu le premier confinement avec la crise sanitaire, c'était extraordinaire parce qu'on a eu un pic de formation. En gros, en 4 mois, entre avril et non pas en 4 mois, en mars, avril, mai, juin, oui, en 4 mois, on a formé à peu près 800 et quelques pendant cette période-là. Et du coup, après, on continue à organiser des sessions. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir nous voir. Et le site, en fait, dont je vous ai parlé tout à l'heure du numérique, il y a le catalogue de formation qui est publié dedans. Donc, vous pouvez le consulter, il y a les liens d'inscription. Normalement, on fait toujours le relais avec le service de formation. Donc, vous pouvez aussi passer par le service de formation si vous avez besoin d'informations. Voilà, donc je voulais vous dire. Toi, Farida, tu viens avec, finalement, c'est heureusement que tu as pu apporter aussi un regard
plus tourné vers la théorie que vers le retour d'expérience. Peut-être que ton regard, ton œil extérieur peut nous être utile, tu as des réactions, des choses à nous soumettre. Je suis fatiguée aussi, c'est bon pertinent à cette heure-là. Après, il y a des choses qu'on retrouve et qui ont été traitées dans le secondaire. Oui. Par rapport, par exemple, au bilan que vous faites tout à l'heure, il y a des choses qui apparaissent. J'ai l'impression que le dispositif père accompagnateur est une espèce d'une des modalités aujourd'hui qu'on retrouve aussi dans l'enseignement secondaire. Il y a comment dire, des convergences d'évolution des métiers de l'enseignement qui sont accompagnés en réalité, j'en ai pas entendu parler là, mais je ne suis pas très au point, donc je ne suis pas spécialiste, mais le peu que j'ai pu en lire là, il y a quand même un projet européen de normalisation du statut des enseignants qui serait dans le secondaire et dans le primaire, porté par l'OCDE à l'horizon 2030 et 2050. Donc il y a une planification aujourd'hui en termes de compétences. On a déjà un référentiel de compétences pour les enseignants secondaires, qui va être un référentiel de compétences aussi pour les enseignants supérieurs, c'est le même, des compétences pertinentes, hein, je ne suis pas en train de dire, mais simplement il y a une uniformisation du statut d'enseignant, il y a une uniformisation, il y a des nouveaux statuts qui vont apparaître de contractualisation au niveau d'enseignement secondaire, des CDISAB, etc., où on va avoir la part enseignement qui va se spécialiser peut-être, au détriment de pour contre, je ne sais pas du tout quel est l'avenir de cette position-là, mais il y a du mouvement dans le supérieur sur la part enseignement, il y a une recherche de normalisation, alors peut-être que ça peut être très profitable pour, s'approprier les moyens qui vont être octroyés là, parce que ce projet européen est quand même prégnant, avec des moyens, je n'ai plus le nom, c'est pour ça que je ne vais pas en parler de manière, on va le retrouver, hein, parce qu'il est dans les marque-pages, là, qui va apporter un regard neuf, je ne sais pas, mais en tout cas un regard plus uniformisant sur les enjeux de l'enseignement et dans le secondaire et dans le supérieur, avec une année sur le supérieur. La recherche risque d'être un petit peu mise à part dans les enjeux, enfin, c'est ce qui se passe aussi au niveau des enjeux du poste, les postes d'enseignants-chercheurs, là on est encore transformé, on a davantage de prague, d'alter, ou le volant enseignement pas bien prégnant. Est-ce qu'il faut profiter de cette dynamique-là pour repenser? Parce que là, j'ai l'impression que moi, ce que j'ai vu de l'extérieur, complètement externe, c'est un vrai collectif qui essaie de se mettre en place pour repenser les missions, plus que les compétences, c'est-à-dire plus largement que les compétences, les missions de l'enseignant-chercheur. Et j'ai trouvé très intéressant de dire qu'en fait, même cette mission-là d'enseignement peut venir nourrir aussi la recherche en dehors de recherche fondamentale, stricte, et on a parlé aussi tout à l'heure, oui, si on est chimiste et qu'on fait de la recherche en chimie, il est délicat peut-être d'associer les deux, mais ça peut être des pratiques qui peuvent être complémentaires, alors qu'on souvent on les affiche comme excluantes. Voilà. Je suis un bon chercheur, mais je ne suis pas très bon pédagogue, on entend souvent ça, ou on sait un bon chercheur, mais il n'est pas très comme pédagogue, ou on entendra le contraire, on ne produit pas des masses parce que le système d'évaluation des chercheurs aussi d'être à penser en termes de public, d'avancée de public, de course à l'échalote comme ça décrit. Donc c'est un bon pédagogue, mais il n'est pas terrible comme chercheur, il a publié 3 papiers cette année. Donc voilà, je ne sais pas, il me semble que je vois un collectif en train de se créer, avec des statuts très différents, donc très intéressant justement la multiplicité de ces statuts et tous ces regards-là. En ayant quand même en alerte peut-être le fait que le pilotage risque quand même d'arriver de beaucoup plus haut et qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises sur ces positions d'enseignants-chercheurs. C'est tout, mais je suis fatiguée. Non, tu n'es pas si fatiguée que ça, je trouve. Je te jure. Je le savais. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant aussi de voir que nous, on a un peu un regard, je ne dis pas qu'il y a d'entre-soi, pas du tout, mais effectivement, on est habitué à cet espace-là, cette façon de fonctionner, plus ou moins, même si on ne se connaît pas tous. Donc c'est très intéressant d'avoir cet apport-là. Et comme tu parlais du secondaire, je me permets aussi, Grégory, de te solliciter, puisque tu me disais que tes élèves sont en train de passer le bac. Ouais. Tu as aussi. Parce qu'il reste du bac. Et tu as toi-même déjà l'expérience de l'enseignement à l'université, et là tu arrives, tu
tu es affecté à partir de la rentrée pleinement 100% dans notre université. C'est intéressant aussi si tu as un mot à nous dire sur ce passage-là pour toi, mais aussi tu vas être particulièrement sensible à la cohorte d'étudiants qui arrivent en L1. Nous, on a un peu oublié ce que c'était des bacheliers, et puis ça a changé. Ce que tu disais sur la normalisation du statut d'enseignant, moi je suis absolument persuadé. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On ne voit pas tous, parce que nous n'enseignons pas au même niveau et dans les mêmes disciplines. Mais le fait qu'en licence, maintenant, on ait des yeux transversales, leur outil numérique, quelle que soit la discipline, etc., ça va créer quand même, en fait, déjà un certain poste d'enseignant, à mon avis, en fait, il va forcément être disciplinaire. Le fait, finalement, en fait, aussi, en sciences humaines, qu'il y ait de moins en moins de recherche fondamentale, c'est-à-dire, en fait, que quand on rentre en licence de lettres, en fait, on ne fait plus vraiment des licences de lettres. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grignotage. Avant, c'était latin, grec, et puis un CM par siècle, quoi, 16e, 17e, etc. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que c'est découpé avec des conséquences, des trucs de plus en plus professionnalisants. Donc, effectivement, on est en train de voir une évolution profonde, en fait, de l'université. Et ça m'a fait beaucoup rire quand on a présenté les socles de compétences à partir de maintenant pour faire les maquettes. C'est-à-dire que là, très clairement, le premier cycle, il est en train d'être replié dans la continuité pédagogique des enjeux d'enseignement, comme ils l'ont fait sur la transition, en fait. Donc c'était quoi? C'était école primaire, collège, puis collège-lycée, en confondant, en fait, si je ne me trompe pas, la classe de CM2 et la classe de 6e, qui participent exactement d'une même continuité pédagogique. La réflexion par cycle, elle est antérieure, il y a 5 ans. Maintenant, on ne dit plus bac, on dit bac moins 3, bac plus 3. Oui. Ça, c'est le même cycle. Et donc, terminale, avec un choix d'options modulé, comme des petits séminaires, etc., à l'université, là, on est en train d'avoir de moins en moins de différences. Alors, peut-être que finalement, en fait, les nouvelles cohortes, les nouveaux bacs vont être beaucoup plus à l'aise à l'université par rapport à ce qu'on a eu auparavant. Et donc, du coup, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se faire avec les wikis, etc., la volonté de mettre de plus en plus de profs du secondaire en licence 1 aussi. Voilà, il y a quelque chose qui va se transformer. À mon avis, effectivement, ouais, on va arriver à une forme de redéfinition du statut de l'enseignement et du métier. Moi Oui, alors, il y a un truc par rapport à ça. Donc, les IUT, on est en train de passer en approche par compétence, mais en fait, le ministère s'attendait à ce qu'on passe en approche par compétence, en effet, dans la continuité de ce qu'il faisait en lycée BTS. Sauf que nous, en fait, on est arrivé avec une équipe de chercheurs belges spécialistes de l'approche par compétence dans l'enseignement supérieur. Et en fait, il y a eu une grosse confrontation entre le ministère et l'association des directeurs d'IUT, parce que les IUT voulaient se marquer bien dans l'enseignement supérieur, et en fait, ont refusé l'approche du ministère qui était dans la continuité de ce qui se faisait au lycée. Il y a eu un gros bras de fer entre le ministère et les IUT, et d'ailleurs qui a fait qu'à côté les IUT ont fait beaucoup de concessions ailleurs pour pouvoir défendre leur approche particulière de l'approche par compétence. Oui, parce qu'il y avait une logique aussi de grignotage. Ça a été le cas des BTS, des classes préparatoires, etc. On voit bien en fait qu'on est sur des institutions qui sont à la croisée de plusieurs choses, politiquement. Écartelés, ouais, mais c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils sont tombés à un moment, il y a une journée où le matin ils sont tombés avec des gens du ministère qui ont dit « Oh mais c'est super ce que vous faites !» Et l'après-midi ils ont eu d'autres gens du ministère qui ont dit « Mais non, 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 vous devez faire comme les BTS !» Et parce que c'est... voilà, c'est dans leur tête, ben, voilà, tout allait fonctionner pareil. Et à titre personnel, moi je ne suis pas du tout d'accord sur une normalisation du secondaire sur le supérieur, puisque je l'ai vu par rapport au BTS. Quand on considère, on apprend aux élèves de BTS, moi j'ai beaucoup enseigné en BTS, à être des étudiants, et ben on a des classes de meilleur niveau qui réussissent plus que quand on les traite comme des lycéens, en fait, et eux-mêmes sont en demande de ça. Et avec une collègue, on a carrément, en fait, on a poussé à ce qu'ils aient plus de cahier de correspondance, comme les autres lycéens, mais qu'ils aient carte d'étudiants, qu'on leur a fait spécifiquement pour qu'ils se démarquent, et qu'ils aient quand même en fait, l'impression d'avoir un statut d'étudiant. Donc il y a quand même quelque chose à marquer, et je pense que la transition elle doit être très forte par rapport à un enjeu de maturité.
Et là, ça fait partie sans doute des questions aussi pédagogiques qui vont devoir être posées dans la formation. Enfin, moi aussi, je suis fatigué là, j'espère que je dis pas des bêtises. Non, merci. Au contraire, je trouve que c'est intéressant de remettre ça en perspective avec tout le cursus qui commence déjà à la maternelle. La question de l'approche par compétence, c'est vrai qu'il arrive à l'université. Et ben, moi, je l'ai vu arriver au collège, je crois que c'était en 2007-2008, avec le livret de compétences. Ça avait l'air très difficile. Et en même temps, comme avant j'étais enseignante de FLE, en français langue étrangère, l'approche par compétences, elle va avec toutes les réflexions sur le seuil européen. Julie, tu me... Cadre européen. Voilà, cadre européen de référence pour les langues. Et ça, tu dois mieux savoir que moi depuis quand ça existe, mais c'est 2001. Voilà, donc en fait ça fait 20 ans que ça existe. Et alors il ne s'agit pas de juger, de dire ah c'est bien, c'est pas bien. De toute façon, tout ce qui peut marcher pour les langues, ça paraît très pertinent parce que les langues, ça se pratique. Et donc, si le niveau A1, c'est apprendre à commander une pizza, bon, c'est assez cohérent, on voit tout de suite où on veut en venir. Alors que pour les maths, pour les lettres, c'est quoi des compétences en lettres? Ouais, alors, en lettres, c'est tellement vague et flou en fait, que c'est absolument innotable. Pouvoir dire que les capacités de lecture critique sont bien maîtrisées, moyennement maîtrisées, assez peu maîtrisées ou très bien maîtrisées. La nuance avec l'échelle de 1 à 4, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours eu du mal à... il y a certaines disciplines, c'est ridicule. Mais là, on est dans une idée de compétences à évaluer quand on cherche ça. Il faut pouvoir sortir de l'idée de compétences uniquement comme l'usage d'une évaluation. C'est aussi extrêmement directif sur les contenus enseignés. Ouais. C'est pas simplement dire cet élève, cet étudiant a acquis ce niveau de compétence. C'est quand même extrêmement directif dans notre approche de savoir. Ouais. Donc, il faudra qu'on en soit conscient aussi, ou peut-être qu'on n'en met pas tant que ça, ou qu'il faut qu'on se pose cette question-là de comment cette approche par compétence va modifier non seulement les pratiques d'évaluation, mais ça c'est une chose, mais surtout mon contenu d'enseignement. Je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que toutes les méthodologies sont transposables d'un contenu à l'autre. Le savoir est premier en fait quand même dans nos métiers. Quel qu'il soit, quel que soit le niveau auquel on accède, le savoir est premier. C'est-à-dire que si on commence à lâcher sur le savoir sous prétexte de transposabilité de certaines compétences, on va lâcher de manière crue. Regardez les CPGE, ils ne lâchent rien. Voilà, je veux dire, il y a quand même un comparatif important à faire. Et on n'a pas lâché ils n'ont pas lâché sur les contenus. Au contraire, plus il y a des nouveaux domaines de savoir, je parle pour les maths, plus ils les accumulent, ils n'en enlèvent pas. Alors que jusqu'ici, dans d'autres, je veux dire, ça n'engage que moi, mais il me semble que dans un enseignement plus ouvert, plus massif, on va estimer qu'il ne faut pas trop charger la barque et que si on emmène des nouveaux contenus, ça va être parce qu'on en aura enlevé. On analyse d'évolution des programmes sur 30 ans dans les disciplines, je suis sûre qu'elle fera sortir et mettre en exergue des processus liés à l'adaptation du concept de compétence dans nos apprentissages. On a marqué en mathématiques de manière très vague sur certaines notions qui ont disparu du collège, qui maintenant disparaissent du lycée, qui disparaissent de l'enseignement supérieur, mais qui restent en CPGE. Il faut se poser la question. Voilà. La prof de CPGE orale, donc elle revient en note expert dans le cadre du niveau lycée, donc c'est quand même crucial. Enfin, voilà. Je dis juste qu'on ne peut pas dire qu'il y a des tas de méthodologies. Enfin, la pédagogie englobe les façons d'être et les façons de faire. Simplement, la didactique n'est qu'un des aspects de la pédagogie. La pédagogie est beaucoup plus vaste. La didactique interroge vraiment le savoir. Il ne faut pas qu'on lâche ce morceau-là. Tu parlais tout à l'heure des contraintes avec lesquelles on doit composer. Et aujourd'hui, alors je ne sais plus dans quelle intervention, il y a été question du deuil des contenus. Et je crois que c'est David qui c'est David. Et David a aussi dit de toute façon, il n'existe plus de PDF. Donc, là, on était très très vite. Mais la pédagogie peut aussi consister à remettre des exigences. Vous ne lisez pas de livre, on va vous faire lire des livres. Même si, effectivement, par exemple, en arrivant, moi, comme enseignante à l'université, je me suis rendu compte que le niveau de syntaxe et d'orthographe n'était pas celui qui était normalement, qui correspondait aux prérequis.
Donc il faut mettre en place la remédiation, ça. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse fixer des exigences. Alors peut-être qu'on n'ira pas autant de livres et de manuels, etc., que dans nos études il y a 20 ans ou 30 ans, mais ça me paraît aussi important de pas aller toujours dans le sens des étudiants et de leur culture. Je me permets de donner un exemple. Il y a un de mes étudiants qui finalement a fait du théâtre. Alors du coup, ça n'a rien à voir avec ce que moi je lui ai enseigné, donc je ne peux pas du tout m'en enorgueillir, au contraire. Il a découvert une passion pour le théâtre en assistant au club théâtre ici. Donc, génial. Mais c'est pas du tout, pour le coup, c'est très bourdieusien, il y a un côté transfuge, il découvre un monde, une culture, un registre de langue, etc., etc. Et il me dit, Madame, vous nous avez beaucoup poussé à lire, notamment avec les rencontres littéraires. En réalité, je ne les ai jamais obligés à lire. À rencontrer les auteurs, oui, mais à lire, non. Il m'avoue qu'en fait, il n'arrive pas à se concentrer pour lire parce qu'il est né c'est un digital native, donc c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas pour vous, moi j'ai du mal aussi à me concentrer maintenant pour lire sans fractionner ma lecture d'un livre en allant consulter, actualiser mes notifications, etc. Donc, pour les étudiants qui arrivent maintenant, et en particulier ici, effectivement, c'est peut-être, il y a toute la notion des compétences dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi ces exigences, comme tu le dis, que les CPGE ne laissent pas tomber, et autrement dit, qui creusent les inégalités entre l'université, les IUT, les facs, et donc entre différentes classes sociales. Et c'est ce que tu disais sur la question des compétences, en fait. C'est vrai que dans le secondaire, et dans le primaire aussi, en fait, les compétences ne sont absolument pas appropriées par les enseignants, c'est-à-dire que c'est un truc qui sont imposés de l'extérieur, comme une sorte de formalisme. C'est le programme sans contenu, la compétence, en fait, quelque chose comme ça. C'est le savoir-faire minimum que l'on attend si on fait abstraction de tout contenu, et qui en plus dit que le contenu n'est pas important en soi si le savoir-faire est là. Donc il y a une dissociation du savoir et du savoir-faire. Moi je le vis comme ça, en fait. Peut-être que c'est différent dans l'esprit, mais tel je l'ai sur le terrain. Et donc voilà, on a ce truc-là qui est totalement déconnecté. Et par contre, ça peut être un outil intéressant quand toi-même tu es amené à formuler des compétences, mais au cas par cas et par rapport aux spécificités, je suppose, en fait, de chaque formation, de chaque public, de chaque discipline. Et voilà. Et donc je suppose que la question de l'opposition entre les compétences façon BTS et les compétences façon illimitée, ça va jouer là-dessus aussi. C'est ça, parce que en fait, dans l'approche qu'on a, il y a des ressources, et en fait, des ressources, les disciplines qu'on connaît. La seule chose qu'il y a, c'est que les étudiants, on va les accompagner dans comment je mets ensemble les ressources pour en faire une action. Pour le coup professionnel, nous, parce qu'on est en IUT, mais qui peut être aussi une action de laboratoire si on est en sciences ou autre. Mais donc, en fait, on les accompagne dans cette transposition de mes ressources vers ce que j'en fais après. À quoi vont me servir les ressources. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Ouais. Qui serait plus une validation d'un minimum de trucs acquis, tous ceux qui restent quand on vient de terminer l'année. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est une approche de la complexité, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si je suis très bon en maths, si je suis très bon en physique, si je suis très bon en chimie, c'est pas pour ça que je vais réussir à faire bien les choses au laboratoire. Donc, un peu mélanger tout ça et le mettre en application et l'éprouver avec les interactions d'une matière avec l'autre. Et c'est là vraiment que je vais développer ma compétence. Et ce qui donne tout le sens en fait au terme compétence. Voilà, c'est ça. Et ce sont que des grandes compétences, c'est-à-dire que sur un diplôme, il y a entre 3 et 6 compétences grand maximum. Oui, la définition d'une compétence qui nous a été donnée, c'était dans la formulation de Tardif, le savoir agir complexe. Donc on est vraiment dans l'action, agir, mais enfin, c'est plus qu'un savoir-faire. C'est encore plus que savoir-faire, savoir-être, c'est-à-dire c'est une combinaison de savoir, savoir-faire et savoir-être pour mener une action. Avec complexe, parce qu'il y a quand même des petites choses dedans, c'est pas... Parce que le tout n'est pas la somme des parties. C'est tellement bien dit. La complexité.
Et ça va être quelque chose sur lequel il va falloir faire attention sur le référentiel qu'on nous a montré, puisque en L1, hein, puisque le but qui était donné, c'était d'avoir un certain nombre de compétences qui étaient proposées d'emblée, donc une toute petite partie, et ensuite il fallait les redistribuer à l'intérieur de chaque cours pour pouvoir avoir saturé ces compétences-là qui fermaient en elles-mêmes, si vous voulez, la licence, qui mettaient toutes les licences au même niveau avec quelques différences en fonction des disciplines. Mais du coup, en fait, la façon dont c'est formulé, ça va plutôt vers l'épuisement plutôt que vers la complexité. C'est-à-dire qu'on arrive à un degré minimum en fait, d'enseignement en licence qui va finir par réduire la licence avec le manque de moyens sur ces éléments-là. Alors que c'est plutôt vers la tendance inverse. Ouais. Sur les licences, il y a les 5 compétences transversales que le ministère a voulu imposer. On les a fait exploser. Bah oui. Parce qu'elles se retrouvent complètement redispatchées dans nos grandes compétences. Ouais. Et ça limite du coup en fait la diversité des enseignements que tu peux proposer. Maintenant, sur quelques lieux de méthodologie, machin, qui correspondra à chaque fois à une compétence en particulier. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette longue journée. Je vois qu'il y a encore 2 personnes qui nous suivent. Judith, je voulais juste un tout petit dernier mot, s'il te plaît. Eh bien oui, je t'en prie. Premièrement, je voudrais te remercier parce que la journée était intéressante et très diversifiée. Donc, du coup, effectivement, c'était un plaisir de pouvoir écouter tous les participants. Et il y a une question qui sort un tout petit peu de la perspective d'aujourd'hui, mais qui me tient beaucoup à cœur. C'est de s'intéresser à d'autres modèles pédagogiques, notamment dans le cadre de la communauté européenne. Et comme tu sais, tout ce qui est à l'Est et les pays scandinaves, ça relève peut-être de mon centre d'intérêt. J'aimerais beaucoup que l'on prenne un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, en regardant un tout petit peu comment on fait dans d'autres pays. Ah oui, très bonne idée. Effectivement, on a évoqué beaucoup des choses qu'on faisait localement, mais on a un collègue aussi, Raphaël Lévy, qui a enseigné à Londres, et ce serait intéressant d'avoir aussi des éclairages de sa part, mais tu as tout à fait raison. Alors, pour vous présenter Katarzyna, c'est une collègue qui est RCE de lettres de l'IFACOM aussi, avec qui on collabore depuis 10 ans. Et on ouvre donc de nouvelles pistes. Nous allons partir en vacances avec tout ce grain à moudre, mais c'est plutôt le grain de la plage qu'il nous faudra moudre dans les jours et semaines à venir. Donc je vous remercie vraiment très vivement d'avoir répondu favorablement et avec autant d'enthousiasme à ma proposition. Je suis ravie de vous connaître et j'espère qu'on aura plein d'occasions de collaborer dès la rentrée. Merci.